besoin et dépenser l'argent comme il le veut. Très bien. Alors, on va écouter ce point de presse-là, mesdames et messieurs, et on revient tout de suite après, Sébastien et moi, pour faire l'analyse de ce qu'on aura entendu. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Oui, d'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Jane Gray de la communauté Mi'kmaq. Je commence avec le bilan du jour. Vous avez les chiffres. On voit que la situation s'améliore depuis quelques semaines, en particulier dans la communauté. Mais il reste encore, là, puis je tiens à le dire, une situation qui est encore difficile dans les résidences de soins de longue durée. On a encore 218 résidences, CHSLD, RPA et RTI, qui sont infectées, 1126 résidents qui sont encore infectés. Donc, le travail est encore difficile dans les CHSLD. Je vous rappelle qu'on veut ajouter 10 000 nouveaux préposés dans les CHSLD. Il y a des cours, donc une formation qui commence lundi prochain, le 15 juin jusqu'au 15 septembre. Donc, d'ici le 15 septembre, ça va rester difficile et on a besoin des gens qui sont là, incluant les soldats. Et je veux revenir sur la situation des soldats parce que depuis quelques semaines, on a eu quand même une baisse importante du nombre de soldats dans les CHSLD. Le 21 mai, on avait 1320 soldats. Aujourd'hui, on en a 400 dans les CHSLD et 350 qui font de la supervision à l'extérieur des CHSLD. Donc, il y a 3 choses qu'on souhaite, et puis je le rappelle à chaque semaine à M. Trudeau. 1, on voudrait garder les soldats jusqu'au 15 septembre. 2, on voudrait qu'il y ait plus de superviseurs qui aillent dans les CHSLD. Ce qu'on a surtout besoin, c'est des bras dans les CHSLD. Là, je ne comprends pas le ratio là, d'avoir 400 soldats dans les CHSLD et 350 qui supervisent les 400 soldats. Puis on aimerait ça revenir à au moins 1000 soldats. Donc, on est monté, comme je vous le disais, il y a quelques semaines, on était à 1320 soldats. On a toujours demandé au moins 1000 soldats depuis le début, puis on a besoin de ces soldats jusqu'au 15 septembre, jusqu'à temps que la formation soit terminée des nouveaux préposés. Donc, encore quand même sous surveillance dans les CHSLD, dans les résidences. Dans la communauté, ça va mieux. Donc, puis il ne semble pas, pour l'instant, avoir trop d'impact du déconfinement dans la transmission communautaire. Donc, on peut se concentrer vraiment là sur notre deuxième grand enjeu, qui est l'économie, relancer l'économie. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté. On a mis un fonds spécial de 2,6 milliards chez Investissement Québec, 250 millions maintenant dans les fonds locaux d'investissement. Donc, il y a des milliers d'entreprises déjà qu'on a aidées. Vous avez vu, cette semaine, on a bonifié notre programme pour rembourser les loyers ou une partie des loyers, 62,5 % des loyers avec le gouvernement fédéral. Donc, on est le gouvernement dans toutes les provinces qui en fait le plus. Dans les autres provinces, c'est 50 %. Nous, c'est 62,5 %. Vous avez vu... donc ça vient aider surtout les commerces et les restaurants. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de commerces et de restaurants qui ont dû assumer un loyer pendant les 3 mois là, où ils n'ont pas eu de clientèle. Je vous rappelle qu'on a annoncé 400 millions en culture et cet après-midi, la ministre du Tourisme va annoncer un plan de 750 millions en tourisme. On sait que évidemment, les hôtels sont vides et puis ce qu'on souhaite, c'est que les gens voyagent au Québec cet été puis qu'on encourage, entre autres dans toutes les régions du Québec, le tourisme. Évidemment, on essaie d'aider le plus possible les entreprises du secteur privé à réembaucher
les employés qu'il y avait avant la crise, mais il faut en même temps être réaliste, là. Je reviens par exemple aux hôtels. Si on prend le touriste qui vient de l'étranger, bien, c'est clair qu'ils ne pourront pas compter sur ce touriste-là encore pour un bon bout de temps. Donc, il faut compenser ces emplois-là. Et tous les économistes sont d'accord pour dire quand le secteur privé n'est pas au rendez-vous, bien, c'est au secteur public, c'est au gouvernement à en faire plus. Et je veux revenir sur le projet de loi sur les infrastructures. Vous savez, au Québec, le processus, là, les délais pour réaliser des infrastructures, c'est beaucoup trop long. Plus long qu'ailleurs. Et puis c'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour les CHSLD, c'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les routes, c'est vrai pour les métros, par exemple, la ligne bleue. Je vous donne juste un exemple, les CHSLD. En moyenne, quand on regarde la petite histoire, ça prend 4 ans finaliser la construction d'un CHSLD. Donc, il y a toutes sortes d'étapes, là, de l'expropriation en passant par l'aménagement du territoire et les évaluations environnementales. Même avant la pandémie, c'est important de le dire, là, on travaillait à des mécanismes pour changer les règles, pour aller plus vite. Parce que je pense que c'est possible. On n'est pas plus imbécile que les autres ailleurs dans le monde. Les Québécois sont capables de faire un CHSLD, disons, en 2 ans. Il n'y a pas de raison que ça prenne 4 ans, puis il n'y a pas de raison que des routes, des hôpitaux, ça traîne pendant 10 ans, 15 ans. Donc, déjà, on travaillait sur des mécanismes pour remplir nos promesses, parce qu'on avait, entre autres, la CAQ fait des promesses durant la campagne électorale, entre autres, pensons aux belles écoles, aux CHSLD, certains nombres de projets d'hôpitaux, de routes, de transports en commun. Et il y a un argumentaire additionnel qui s'est ajouté, c'est la pandémie fait qu'actuellement, il y a des travailleurs de la construction qui habituellement travaillent sur des projets dans le secteur privé qui sont chez eux actuellement. Donc, on le sait, avec la température au Québec, la saison de la construction extérieure, c'est quand même limité, là. L'été, c'est pas une saison là, qui dure 12 mois au Québec. Donc, si on manque l'été 2020, si on manque l'été 2021, bien là, quand on manque une saison, on s'en va à l'été suivant. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de déposer un projet de loi rapidement et puis de le travailler avec l'opposition. Donc, d'être capable de faire les aménagements pour rassurer tout le monde, entre autres du côté de l'environnement, du côté de la bonne gestion. Donc, notre objectif en déposant rapidement le projet de loi 61, c'était d'être capable de ne pas perdre l'été 2020, puis d'être prêt aussi, que des projets là, soient prêts aussi pour l'été 2021, puis l'été 2022. Puis, bon, je pense qu'on a montré notre bonne foi, on a fait beaucoup d'amendements qui allaient dans le sens des 3 partis d'opposition. Mais juste vous dire, là, il y aurait eu ou non une pandémie, là, puis il y aura ou non une pandémie, si le projet de loi n'est pas adopté ce printemps, on va revenir avec notre projet de loi à l'automne. Donc, puis, je veux juste préciser une chose, là, la raison pour qu'on a dit on ne fait pas de bâillons, là, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire de bâillons au printemps, parce qu'on ne souhaite pas faire de bâillons. Ce qu'on veut, c'est de travailler avec l'opposition. On est très conscient qu'on leur demande de travailler rapidement, mais on veut le faire pour le bien des Québécois. Même, j'ajouterais notre promesse, par exemple, de bâtir des maisons des aînés pendant le mandat de 4 ans. Là, il nous reste 2 ans et demi. Même avant la crise, là, les gens, les fonctionnaires, les responsables de ces dossiers-là me disaient « M. Legault, ça va être difficile de construire toutes les maisons des aînés que vous voulez d'ici l'automne 2022. » Donc, c'est pas, encore une fois, un problème qui est nouveau, mais il me semble qu'avec ce qu'on vient de vivre depuis 3 mois, il me semble qu'on doit bien ça à nos aînés, d'accélérer
la construction des maisons des aînés. Il n'y a pas de raison, là, ça n'a pas de bon sens que ça prenne 4 ans construire un CHSLD ou une maison des aînés. Juste pour que tout le monde comprenne aussi le mécanisme, très important qu'on s'entende d'ici demain sur le principe. Donc, ce qu'on demande à l'opposition, c'est pas d'être d'accord sur chaque article, là, c'est d'être d'accord sur le principe. Le principe, c'est de réduire les délais pour les infrastructures. Une fois qu'on s'est entendu sur le principe, bien, on va pouvoir, dès la semaine prochaine, aller en commission parlementaire, étudier article par article, et puis, encore une fois, très ouvert aux suggestions. On est prêt à faire des compromis, pas des compromissions, mais des compromis. Là. On ne veut pas non plus que le projet de loi ne serve à rien. Là. Notre objectif, c'est de réduire les délais puis qu'il y ait le maximum de travaux qui soient faits là, d'ici les 2 prochaines années. Et, bon, ce que je demande aux 3 partis d'opposition, bien, c'est de collaborer. Je pense qu'on a eu une belle collaboration depuis 3 mois avec les 3 partis d'opposition. Je pense que c'est ça que les Québécois souhaitent. Je le répète, les saisons de la construction extérieure là, sont limitées. Je trouverais ça triste de perdre l'été 2020, puis de ne pas avoir assez de projets prêts pour l'été 2021 puis l'été 2022. Puis je trouverais ça triste aussi que des travailleurs de la construction qui sont en chômage chez eux actuellement parce que des projets du secteur privé ont été annulés, qui ne puissent pas retourner au travail pour travailler sur des infrastructures du secteur public. Donc, j'invite les 3 partis d'opposition à travailler ensemble à relancer l'économie. Bon, il y a un autre point qui a été soulevé par l'opposition, par certains analystes. On a vécu au Québec une période sombre, là, qui est toute la période de la corruption, de la collusion dans le monde de la construction. Je pense qu'il n'y a pas un Québécois qui souhaite rejouer dans ce film-là. Donc, il n'est pas question de ne pas prendre toutes les mesures de bonne gestion pour être sûr qu'il n'y a pas de corruption puis de collusion. Mais encore une fois, je ne peux pas croire que les Québécois ne sont pas capables de faire un CHSLD ou une maison des aînés en moins de 4 ans, tout en respectant les exigences environnementales, puis tout en respectant les règles de bonne gestion. C'est comme de dire, moi j'accepte pas de dire, on n'a pas le choix là, pour suivre toutes les règles, ça prend 4 ans, ça prend 7 ans, faire des projets. Non, moi j'accepte pas ça, puis je suis prêt à prendre, comme on dit en politique, la chaleur, là. Je sens que j'ai eu un mandat des Québécois. Oui, pour respecter l'environnement, oui, pour respecter les règles de bonne gestion, mais pour donner aux Québécois, enfin, les écoles, les hôpitaux, les CHSLD, les routes, les métros qu'on attend depuis beaucoup, beaucoup trop d'années. Donc, on doit travailler ensemble. Travaillons ensemble, les 4 partis à l'Assemblée nationale. C'est ça que les Québécois souhaitent. Good afternoon. Nos chiffres quotidiens continuent à montrer que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Nous travaillons également d'arrache-pied pour redémarrer notre économie. Une des meilleures façons de ce faire, c'est en accélérant les projets d'infrastructure. Il est question d'écoles, d'hôpitaux, de résidences pour aînés, de routes et de transports collectifs. Ces projets ne vont pas seulement avantager les Canadiens dans toutes les régions, mais vont également remettre les Québécois au travail. Nous pouvons accélérer ces projets sans faire du tort à l'environnement et sans permettre le retour de la corruption. C'est l'objectif principal du projet de loi 61 et nous voudrions savoir si les 3 partis d'opposition sont d'accord sur le principe. Nous avons jusqu'à demain et ensuite nous pourrons travailler pour en arriver à un meilleur projet de loi. Nous avons entendu leurs préoccupations et nous avons apporté des modifications importantes ce matin en réaction à ces préoccupations.
Il est maintenant temps de mettre de côté la partisanerie pour travailler ensemble pour redémarrer notre économie à l'avantage de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Jonathan Bernard, Cogeco Nouvelles. Bonjour à vous. J'aimerais revenir sur la question des militaires en CHSLD parce que la mission se termine officiellement demain. Le gouvernement Trudeau a dit qu'il ne laisserait pas tomber le Québec. Mais qu'est-ce qui achoppe actuellement? Est-ce que c'est une question d'argent? Je pense pas que c'est une question d'argent. Bon, comme je le disais, il y a 3 problèmes. Un premier problème, on est rendu avec seulement 400 soldats dans les CHSLD. Il y a un autre problème qui est pourquoi on a besoin de 350 superviseurs pour 400 soldats dans les CHSLD. Et puis, il y a la question de la date. Effectivement, là, nous, je pense qu'on est allé plus vite qu'on pouvait sur la formation. On ne peut pas aller en bas de 3 mois. On commence lundi. Tout le monde travaille jour et nuit, faire les entrevues, choisir les meilleurs candidats. Mais là, on a besoin de 1000 soldats dans les CHSLD. J'ai toujours pas eu de réponse à savoir qu'est-ce qu'il y a de plus urgent au Canada ou à l'étranger que de s'occuper de nos aînés dans les CHSLD. Question? Mon autre question s'adresse à vous, Dr. Arruda. Il y a des professionnels de la santé qui ont fait une sortie ce matin qui recommandent le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ou fortement achalandés, surtout en regard d'une possible deuxième vague. Est-ce que vous êtes d'avis que l'on devrait aller en ce sens? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas l'exclure. Je ne vais pas dire qu'il faut l'exclure, mais actuellement, on va regarder la littérature. Et c'est des opinions d'experts pour qui on a du respect. On recommande très fortement le couvre-visage. Je pense qu'on le dit. On veut en faire une norme sociale pour que les gens prennent l'habitude. Quant à le rendre obligatoire, actuellement, je vais attendre les différentes autorités internationales, canadiennes et au Québec, nos experts là, qui regardent les pour et les contre. Il y a des études qui semblent démontrer une certaine efficacité. Certains critiquent ces études-là ou en termes de la limite. Mais ce qui est très important, je vais encore le répéter, on recommande très fortement le couvre-visage, mais n'oubliez pas la distanciation et le lavage de mains. Fait que je ne veux pas exclure que ça pourrait être le cas dans une deuxième vague si on a suffisamment de données ou que je vous dirais que les autorités internationales se vont dans ce sens-là. Prochaine question, Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur Legault, on vous a entendu ce matin à la période des questions. Là, on voudrait que ce soit un peu plus clair. Là, vous avez dit c'est exclu de faire un bâillon ce printemps, mais là, pour l'été, donc, à partir du 22-24 juin, vous pourriez avoir recours au bâillon, c'est ça? Non, ce qu'on dit, c'est qu'on va revenir à l'automne avec un projet de loi. On a besoin de ce projet de loi-là. Moi, je me sens la responsabilité, puis même le mandat. Je pense que la CAQ a toujours été vue comme un parti qui veut améliorer l'efficacité de l'État. Et ça n'a pas de bon sens que ça prenne 4 ans à faire un CHSLD ou une maison des aînés. Pour changer ça, il faut changer les règles, il faut changer les délais, et ça prend un projet de loi. Et si l'opposition ne veut pas collaborer ce printemps, on va revenir à l'automne, puis là, on n'exclut rien. Et par ailleurs, vous aviez évoqué tous les deux qu'il y avait peut-être un manque de respect des consignes, peut-être un certain relâchement dernièrement. Est-ce que vous avez toujours pu constater que ça se poursuivait ou est-ce que maintenant les gens se sont ressaisis, est-ce qu'on a recommencé à porter le masque, à respecter les distances? Qu'est-ce que vous avez constaté à ce point? Écoutez, moi, je ne suis pas partout sur le terrain là, pour être capable de le faire. Certaines personnes me disent qu'il y a un certain relâchement. Je veux dire, et je peux vous dire qu'avec le climat qui va bien, avec l'impression que moins de cas hospitalisés, puis les données, puis etc., c'est sûr que ça nous fait oublier un peu l'élément. Moi, je pense qu'il faut revenir vers une certaine normalité, mais une normalité transformée. Je dirais de la même façon que les entreprises, que les centres commerciaux, que les magasins, que les restaurants vont rouvrir dans une façon différente. Je pense que nous aussi, on se doit, par respect pour les autres, par respect aussi pour les travailleurs de la santé qui ont été touchés, par respect pour ceux qui sont morts aussi de ça, essayer de faire les consignes. Je pense que, je vous dirais, là, dans les faits, essayez de maintenir votre 2 mètres. On a permis certaines ouvertures, hein, le 10 personnes, 3 familles, 2 mètres de distance. On essaie de respecter ça. Tu sais, même dans la perspective des vacances qui s'en viennent, puis
des déplacements potentiels. On est chanceux. Les indices de transmission au Québec sont à la baisse. Mais ça ne veut pas dire que le virus est absent. Moi, je pense qu'il faut revenir vers une certaine normalité de la vie, parce que la santé physique, c'est une chose importante, mais la santé mentale, ça en est une autre. On sait que des vacances, c'est important pour la santé mentale des gens, mais soyons prudents. Je veux dire, si tout le monde met son effort, autant de risques, il va y avoir des cas, mais moins d'impact pour la société. Fait que je pense qu'il faut le répéter. Vous pouvez aussi le répéter aux autres si vous voyez des comportements gentiment, là. Essayer d'éviter les rassemblements trop proches de gens qui viennent de trop de familles en même temps. Ça, c'est encore quelque chose qu'on veut recommander. Mais on veut revenir à un équilibre de vie, là. Vous allez voir, on va en parler un peu après-midi par rapport aux déplacements entre les provinces, aux déplacements entre les régions. Je pense qu'à ce stade-ci, c'est sûr que si vous avez des symptômes, vous n'y allez pas, vous exposez pas des personnes âgées, vous gardez la distance, vous faites même si vous êtes à l'extérieur de votre résidence, vous êtes ailleurs, vous faites du 10-3-2, on se comprend, on reste avec ces consignes-là. Prochaine question. Sinon, si on recule, le Dr. Arruda, il ne sera pas content, puis il va être obligé de refermer des choses qu'on a ouvertes. On ne veut pas. Très bien. Alors, prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous deux. Parle d'une deuxième vague. Est-ce qu'une deuxième vague équivalente équivaut à un confinement équivalent? Écoutez, toutes sortes de scénarios sont regardés. On essaie de voir un peu comment est-ce que ça se passe ailleurs dans le monde. Je pense que de revenir à un confinement total, comme on l'a fait, c'est probablement pas quelque chose qui va se faire. On a appris plus de choses sur le virus. On en a appris notamment sur ce qui se passe avec les enfants. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On avait fermé des secteurs d'activité au Québec qui n'avaient jamais été fermés ailleurs. Donc, je pense que c'est sûr que ce qui va être le plus essentiel va demeurer probablement ouvert, là, mais ce que j'en appellerait certaines parties de luxe ou des rassemblements importants, etc., je pense que ça ne sera pas le cas comme tel. C'est difficile pour moi de vous dire exactement ce que ça va vouloir dire. Ça va aussi peut-être dépendre d'une variation régionale. Ça se peut bien aussi que plutôt que de faire tout le Québec, tout dépendamment comment ça peut évoluer d'une région à l'autre, il peut y avoir ce qu'on appelle des confinements localisés ou autres. Là. Ça va dépendre de beaucoup d'éléments. Mais à date, je ne pense pas que les gens qui ont reconfiné sont revenus à ce que j'appellerais un stade total. De toute façon, à cause des effets pervers aussi des confinements, vous les avez vus, là, si on confine à tous les ans, l'impact que ça pourra avoir sur la santé mentale de beaucoup de gens là, va être là. Mais comme je vous le dis, on verra. Mais pour moi, ça ne sera pas... Puis on va avoir probablement tiré des leçons en termes d'éléments pour notre système de soins, puis particulièrement pour les CHSLD, là. C'est pas pour rien qu'on se prépare avec du personnel, qu'on va mettre des équipes de PCI pour ne pas revivre les mêmes choses. Mais il ne faut pas que ça soit non plus une transmission trop importante dans la communauté, ce qu'on n'a pas vécu parce qu'on a fait un bon confinement. Ça va être encore un équilibre. Ensuite, question? Hier, je crois, l'ancien président de Saint-Hubert, vous avez sûrement vu, a écrit une lettre selon laquelle il dit pour les restaurants, 2 mètres, c'est trop. On en a parlé mardi, 1 mètre, 2 mètres, 1 mètre et demi, 1 mètre 3/4. Est-ce que pour les restaurants ou certains endroits fermés intérieurs, c'est quand même possible, vous pensez, avec peut-être d'autres consignes de plus, de réduire ça pour leur permettre financièrement de survivre? Ouais. Vous m'avez posé la question l'autre jour, je vais vous dire à peu près la même chose. Là, on les aura ouverts à 2 mètres. On va voir ce que ça donne. Et puis, on verra si jamais on évolue aussi avec les données là, qui s'en viennent de l'extérieur. Il y a des pays qui sont rendus à 1 mètre, l'OMS parle d'1 mètre, d'autres parlent d'1,5 mètre. Il y en a qui disent que ça doit être 2. Il y a encore, je vous dirais, il va y avoir un jugement d'équilibre qui va se faire là-dessus. J'exclus pas que ça pourrait diminuer, mais je ne donne pas de garantie ni une date précise. Mais voyons comment ça va se passer, là. Je sais que c'est dur pour les gens. Je suis très conscient. Mais on veut pas avancer pour avoir reculé. Fait qu'on veut y aller à petits pas de tortue pour certains, puis à pas de lapin pour d'autres, tout dépendamment comment on voit la situation. Prochaine question, Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Dr. Arruda, il semble y avoir quelque peu des tensions actuellement avec le gouvernement fédéral. Vous avez parlé de l'armée.
Il y a le 14 milliards pour les CHSLD aussi. Ça a été une fin de non-recevoir du premier ministre canadien qui vous a dit « On ne va pas donner un chèque en blanc aux provinces ». Qu'est-ce que vous lui répondez, M. Legault, aujourd'hui? D'abord, j'en profite, M. Laforêt, pour vous dire, j'ai vu la vidéo de vos deux petites filles. Il faut que tout le monde voit ça, là, deux petites jumelles d'1 an qui ont appris à tousser dans leur coude. Meilleures que moi. Pas dans leurs mains. Pas dans leurs mains, comme moi des fois. Donc, bravo. Bon, comme vous le savez, à tous les jeudis soirs, on a une rencontre téléphonique, les premiers ministres des provinces puis le premier ministre du Canada. Bon, il nous a annoncé la semaine dernière qu'il voulait transférer 14 milliards aux provinces. Donc, grosso modo, ça peut représenter, dépendamment de la façon dont on sépare le montant, 3-4 milliards pour le Québec. Pas mal tous les premiers ministres ont dit que c'est important qu'il n'y ait pas de conditions. Beaucoup de choses qui m'inquiètent là-dedans. Entre autres, tout le matériel de protection individuelle, puis toute la question du dépistage et, c'est quel est le mot en français, du tracing en français? Retraçage. Bon, je sens que le gouvernement fédéral est prêt à payer, mais il voudrait comme avoir un certain contrôle, là. Pour nous, là, c'est clair que la santé, là, c'est de compétence provinciale, puis il n'est pas question qu'on cède tout le contrôle de la stratégie de dépistage et puis aussi d'approvisionnement en équipement de protection individuelle. Que le gouvernement fédéral se fasse une réserve qui pourrait aider les provinces, c'est une chose. Qui veuille s'en mêler puis que ça fasse partie du 3-4 milliards qu'on reçoit, là, il y a un problème. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, on est déjà rendu, nous autres, au Québec, à plus de 3 milliards de dépenses additionnelles en santé, puis un autre 3 milliards en économie. Puis évidemment aussi, il va y avoir des montants qui vont être récurrents. Quand on dit qu'on va ajouter 10 000 personnes dans les CHSLD, ça va être un 500 millions par année. L'autre chose qu'on demande ensemble, tous les premiers ministres des provinces, c'est que le montant soit récurrent, puis qu'on passe par le transfert en santé aux provinces pour le faire. Bon. L'autre inquiétude qu'on a, c'est concernant les municipalités. On sait que le fédéral commence à vouloir comme passer par-dessus les provinces pour aller travailler avec les municipalités, donner un montant qui serait peut-être juste pour le transport en commun, alors que, bien, dépendamment de la taille des municipalités, oui, puis on doit, les deux gouvernements, aider les grandes villes pour les pertes qui ont été encourues dans le transport en commun, mais ce n'est pas la seule dépense des municipalités qui a été causée par la situation de la COVID-19. Donc, on voudrait encore là avoir de la flexibilité. Donc, on a discuté, on va en discuter ce soir, là, mais je ne vous cacherai pas que j'ai quand même certaines inquiétudes. Il y a beaucoup de pression. Là, vous déconfinez. Là, il reste presque plus personne qui est confiné. Il y a presque plus de secteurs qui ne sont pas encore ouverts. Il reste les bars, les gyms et les lieux de culte. Il y a des monseigneurs qui sont pas mal impatients, M. Legault. M. Arruda. Bien, écoutez, on comprend très bien l'impatience de tous ceux qui ne sont pas déconfinés. Là. Ça, je tiens à vous le dire. Il faut surveiller ce qui va être annoncé sous peu là, par rapport à ces éléments-là de réouverture, je vous dirais, mais avec des conditions particulières, notamment pour les lieux de culte qui vont éviter, je vous rappellerai, des rassemblements intérieurs en trop grande quantité, etc. Fait que ce que je peux dire, c'est que ça s'en vient assez tôt. Prochaine question, Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour à vous deux. Il y a quand même plusieurs faits là, qui parlent par rapport au port du masque. Je vais revenir sur la question de mon collègue. Il y a Toronto aujourd'hui qui le rend obligatoire. Il y a les experts qui sont sortis. Il y a le fait qu'on observe à Québec, par exemple, même à Montréal, un certain relâchement, même dans le port du masque. Il y a même un effet du mouton. L'UNSPQ l'a évoqué, là, en sens où de voir que les autres ne portent pas le masque, mais on se sent gêné de le mettre parce qu'on se fait juger. Pourquoi ne pas envoyer le message et de l'obliger, d'autant plus qu'il y en a des masques de disponibles maintenant? Comme je vous l'ai dit, on surveille la situation de près au point de vue scientifique, mais on la surveille aussi, voir quel est le comportement des individus. Les choses obligatoires, prenons l'exemple de la vaccination obligatoire,
On ne l'a pas au Québec, d'autres endroits l'ont, puis les taux de couverture sont moins élevés. On va voir selon l'évolution, on va voir s'il faut se rendre là. On va voir si la norme sociale va s'installer ou pas. Moi, je pense que j'apprécie, en tout cas, nos experts, là, les gens avec qui je fais affaire, puis c'est pas du tout une décision qui est vraiment autour de réflexion de santé publique. Avant de la rendre obligatoire, on va voir jusqu'à quel point on peut convaincre les gens pour le faire, puis on verra qu'est-ce qu'il y en est. Présentement que ça ne fonctionne pas. Hein? On voit présentement que ça ne fonctionne pas vraiment, là, la norme sociale. Les gens... ça dépend. On a quand même des données de sondage, mais je pense qu'il faut surveiller ça de très près pour voir comment ça va se faire. Puis il y a des mouvements que certaines villes ont décidé de prendre, etc. Nous, actuellement, au Québec, puis d'ailleurs, il n'y a aucune province, je pense, qui l'a encore recommandé. Mais on va surveiller la situation de très près. Pourquoi la santé publique n'a-t-elle pas cru bon d'intervenir chez Veille Pro en Montérégie? Vous avez sûrement vu cette histoire-là où il y a des travailleurs étrangers temporaires qui ont été infectés ou un tiers. Pourquoi ne pas avoir intervenu de façon proactive et quelles leçons retenez-vous? Écoutez, ils sont intervenus de façon... Écoutez, j'ai été mis au fait de la situation. J'ai questionné la direction qui va probablement émettre aussi des informations. La propre entreprise elle-même a mentionné qu'elle n'était pas d'accord avec le ton, avec les indications qui étaient dans leur dit reportage. Ils sont intervenus le 29 mai, dès le lendemain de la déclaration du premier cas. Ils sont en intervention active. La chose qu'il n'y a pas eu, c'est qu'ils ne se sont pas déplacés pour aller faire les tests, compte tenu que l'autobus qui était pas disponible. Ils ont offert une autre alternative. Là. Et là, je pense qu'actuellement, à la fois, je vous dirais, l'entreprise et la santé publique sont en lien intense et sont en train de contrôler la situation. Je pense que, je ne sais pas si la directrice de santé publique a émis des communications là-dessus, mais elle va rectifier les faits par rapport à ça. Les cas ont été pris en charge et continuent à l'être actuellement. Prochaine question, Patrick Belrose, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous les deux. Monsieur Legault, vous avez vu les révélations du bureau d'enquête ce matin au sujet d'André Boisclair. Votre gouvernement a annoncé des vérifications administratives, mais j'aimerais savoir, est-ce que vous voulez faire la lumière sur les comportements de M. Boisclair à l'époque où il était délégué général du Québec à New York et sur ce qui pourrait ressembler à une tentative de cacher l'information de la part du gouvernement de l'époque? Bien, comme Nadine Giraud l'a dit ce matin, là, on a demandé de faire les vérifications sur quelles étaient les informations que le gouvernement de l'époque avait. Donc, on fait ces vérifications-là. Qui porte sur quoi, excusez-moi? Bien, qui porte sur quelles informations il y avait, puis quelles décisions ils ont prises, et puis quelles informations ils ont rendues publiques, quelles informations ils n'ont pas rendues publiques, etc. Et sur la question du bâillon, vous promettez quand même de faire adopter le projet de loi 61 l'automne prochain. On risque de connaître quand même la même impasse l'automne prochain. Donc, pourquoi pas utiliser le bâillon tout de suite et éviter de perdre l'été 2020, là, comme vous l'avez dit tantôt? Bien, je pense que le projet de loi, c'est un projet de loi, comme je disais, qu'il aurait fallu à un moment donné déposer de toute façon. Là, on l'a déposé, il faut tous en convenir, quand même, pas dans les délais normaux. Pour une adoption. Donc, moi, je pense qu'il faut donner la chance aux coureurs, puis il faut souhaiter que les oppositions travaillent avec nous pour bonifier le projet de loi, l'amender, et puis que tout le monde soit confortable, étant donné quand même que c'est un projet de loi important et qu'il y a des inquiétudes légitimes. Donc, évidemment qu'à l'automne prochain, on aura plus le temps de l'expliquer. On pourra à ce moment-là avoir une approche qui est différente. Mais là, étant donné le délai qui est quand même court pour l'adoption, là, on veut l'adopter avec l'appui des trois oppositions. Marco Belair-Cirino, Le Devoir. Oui, bonjour à vous deux. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à laisser 3 ou 4 milliards de dollars dans les coffres à Ottawa pour une question de respect des compétences? Puis plus précisément, en quoi d'envoyer un exemplaire de votre stratégie de dépistage et d'acquisition de matériel, d'équipements de protection, notamment au gouvernement fédéral, est inacceptable? Oh, ben, si c'est juste d'envoyer une copie de notre stratégie de dépistage, il n'y en aura pas de problème. Mais c'est important de respecter les compétences des provinces. On sait qu'il y a de l'argent, là, je ne me rappelle plus du montant, mais un montant quand même important pour le logement social qui dort depuis des années à Ottawa
parce que les gouvernements, incluant le gouvernement libéral, n'ont pas accepté de faire de compromis, puis de laisser des champs de compétences des provinces au gouvernement fédéral. Je pense quand même important là, de respecter notre autonomie, mais effectivement, on veut ce 3-4 milliards. Les faits reprochés à l'ex-ministre, l'ex-chef du Parti québécois, André Boisclair, sont graves. Selon les informations dont vous disposez actuellement, l'État québécois a-t-il été avisé, notamment sous la gouverne de Mme Marois, d'actes inappropriés posés par M. Boisclair lorsqu'il était haut fonctionnaire, notamment délégué général à New York? Comptez-vous dévoiler l'entente intervenue entre le gouvernement et lui? Et une précision, pourquoi avez-vous été avisé à l'avance, il y a 2 semaines, je crois, qu'il ferait face à la justice? Bon, je ne sais pas qui, peut-être qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui a été avisé, là, mais moi, je n'ai pas été avisé. Et moi, je n'ai pas plus d'informations que ce que j'ai lu dans le journal ce matin, là. Donc, on va faire les vérifications, on va regarder ce qui est possible de rendre public. Et moi, je veux qu'on soit transparent totalement dans ce dossier-là. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. D'abord, une question sur Toronto, dont vous avez parlé à quelques reprises ici. Je crois même que vous aviez identifié cette exception nord-américaine de Toronto. Hein? Je pense que vous aviez soulevé ça. Or, il se trouve que malgré cette situation, que vous avez des doutes, je pense, sur la situation réelle de la COVID-19 à Toronto, mais il se trouve que Toronto a décidé de rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun. Pourquoi est-ce que ce n'est pas déjà fait ou pourquoi vous ne le faites pas ici? Bien, écoutez, moi, je suis les recommandations de la santé publique. La santé publique ne recommande pas de le rendre obligatoire. Ce que je comprends, c'est que rendre obligatoire, ça suppose des pénalités, ça suppose avoir une police qui va vérifier tout ça. Donc, nous, on fait le choix de dire, on le suggère fortement, mais on ne le rend pas obligatoire. C'est le choix qui est proposé par la santé publique puis que j'appuie. En sous-question? Oui, sur le manque de personnel. Quelle garantie avez-vous que vous aurez effectivement 10 000 personnes en formation de préposés aux bénéficiaires lundi? Quelle garantie avez-vous sur la terminaison des entrevues de l'étude des candidatures et du niveau de préparation des centres de formation pour faire le travail durant l'été? Bien, peut-être une précision. Vous savez, il y a toute la question des aides de service là, ou des personnes qui travaillent dans le secteur privé. On est en train, évidemment, de regarder quels sont les impacts de mettre ces personnes-là pendant 3 mois, du 15 juin au 15 septembre, en formation. Donc, c'est pas impossible qu'un certain nombre des personnes suivent une formation dans un deuxième temps pour ne pas nuire aux opérations durant les 3 prochains mois. Mais au total, moi, j'ai confiance. On a eu plus de 80 000 applications. Il y en a 34 000 qui, après qu'on leur ait fait remplir un questionnaire, qui s'assuraient qu'ils étaient prêts, par exemple, à travailler de nuit, qui ont dit oui. Donc, de ces 34 000-là, bien, on en veut effectivement 10 000. Mais c'est pas impossible qu'une partie des 10 000, on le fasse dans un deuxième temps pour ne pas nuire aux services, aux aînés, durant les 3 prochains mois. Merci. Alors, c'est ce qui complète pour les questions en français. So, time now for questions in English. We start today with Phil Gauthier, Montreal Gazette. It's an honor to start. C'est un honneur de commencer. J'ai une question. Bonjour à vous tous et toutes. Une question brève pour le Dr Arruda. Vous avez déjà parlé de l'objectif de 20 000 tests par jour, même 30 000 une fois. Nous regardions les chiffres et vous n'avez pas atteint 14 000 depuis le 28 mai. Et 14 000, c'était l'objectif antérieur. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a si peu de tests à mesure que nous déconfinons et quelles sont les conséquences? Réponse. C'est une bonne question et je pense que mon premier ministre va me poser la même question à tous les jours. En fait, il y a moins de cas, il y a moins de tests dans le système de soins au moment où on se parle. Et aussi, même si nous avions des autobus qui se promenaient ça et là, les gens ne s'y présentaient pas. Et donc, nous réévaluons comment nous allons organiser l'offre des tests et également réévaluer comment vérifier
l'état des asymptomatiques, surtout avec le déconfinement. Par conséquent, je suis content qu'il y a moins de besoins pour les tests, mais je ne suis pas aussi content quand la transmission est faible. Ce n'est pas facile de changer notre réflexion. Il y a des effets positifs et négatifs. Mais c'est vrai que nous n'avons pas franchi le cap des 14 000 depuis le mois de mai. On voit que c'est à la baisse, donc on essaie de se rajuster pour repenser notre stratégie. Deuxième question. À propos du projet de loi 61, votre sujet préféré ces jours-ci, M. Legault, au sein de ce projet de loi, il y a de l'argent pour l'expansion du Collège Dawson. Et ce matin, le PQ disait qu'il voulait que ce projet soit déplacé et scindé car ils ne veulent pas donner de l'argent à Dawson et ils pensent que l'argent devrait aller à un cégep francophone. Quelle est votre réaction à cela? Réponse. Ma réaction, eh bien, c'est que le Collège Dawson est apprécié comme collège. Je sais qu'il y a des francophones se rendent à Dawson. Et le fait d'investir pour agrandir Dawson et sa capacité, cela ne veut pas dire que nous refusons des projets dans le système des cégeps francophones. Et nous n'avons aucune intention de changer la loi 101. Elle ne s'applique pas au cégep. Par conséquent, j'appuie cet agrandissement cette expansion, comme vous dites, du Collège Dawson. Maintenant, Raquel Fletcher. Ottawa est d'accord pour aider jusqu'à l'automne pour ce qui est des résidences pour aînés, mais vous dites ne pas recevoir tout le soutien nécessaire du fédéral. Qu'en est-il? Réponse. Vous parlez des soldats? Bon, alors, le 21 mai, nous avions 1320 soldats déployés au Québec au sein des résidences de soins de longue durée. Aujourd'hui, on est rendu à 400 sur le terrain et 350 qui font de la supervision. Et nous n'avons aucune garantie que même ceux-là pourront rester jusqu'en septembre, jusqu'au 15 septembre. Donc, j'aimerais avoir au moins 1000 qui soient à l'intérieur des résidences et qu'ils soient là jusqu'au 15 septembre. Nous travaillons très, très fort pour former des préposés pour qu'ils soient prêts à entrer en fonction le 15 septembre. Mais entre-temps, on a besoin de ce soutien. Deuxième question. Nous entendons qu'il pourrait y avoir une modification des conditions pour les chercheurs d'asile qui travaillent dans les résidences. Est-ce que ce serait possible que ce soit vrai également pour tous ceux qui travaillent dans les services essentiels? Réponse. On n'en a pas trop parlé avec le fédéral. C'est la demande que j'ai formulée, c'est vrai. J'ai vu qu'il y avait des signalements dans les journaux à propos de l'ouverture du fédéral afin d'accepter ces chercheurs d'asile, ces demandeurs d'asile. Par contre, Simon Jolin Barrette demande au gouvernement fédéral que nous puissions travailler ensemble afin d'accepter comme immigrants ceux qui travaillent dans les résidences de soins de longue durée. Oui. Bien, écoutez, j'ai vu, comme vous, dans les médias, que le gouvernement fédéral était ouvert à accepter comme immigrants les réfugiés. Même, selon l'article, on parlait même de plus que les CHSLD. Mais quand on parle avec le gouvernement fédéral, là, on n'a pas cette information-là. Donc, moi, la demande qu'on faisait, c'est que les réfugiés qui ont travaillé dans les CHSLD, qu'on puisse trouver une façon de les accepter comme immigrants. Merci. So back in English, Samuel Pouliot, CTV News. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne idée qu'Air Transat puisse commencer à nouveau à organiser des vols en mai ou fin juillet et que les gens se rendent en Europe avec Air Transat? Est-ce qu'ils vont être en quarantaine au retour d'Europe? Réponse. Écoutez, c'est une question pour le Dr Arruda, je crois.
Bien sûr, Air Transat ou Air Canada, il y a bien des questions qui sont posées. Premièrement, parlons des vols intérieurs. Deuxièmement, il faut parler des vols entre les États-Unis et le Canada. Et ensuite, il faut aborder la question des vols entre le Canada et d'autres pays. Pour l'instant, ce n'est pas encore ouvert. Les cieux ne sont pas ouverts. Peut-être nous recevrons l'approbation du Dr Arruda dans les semaines à venir, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. And that could be variant depending on the country you're Et tout peut dépendre de l'épidémiologie de chaque pays. Pays par pays, il va falloir décider. Mais pour l'instant, le dossier n'a pas bougé. Question. Il est question de rendre les masques obligatoires. Est-ce que vous y songez? Réponse. Ce n'est pas le cas maintenant. Nous recommandons, je le recommande avec une haute priorité. J'aimerais que ce soit une norme sociale, tout comme on tousse dans notre coudre, mais on ne peut pas exclure le fait de rendre le port obligatoire. Mais on n'en est pas là. Nous allons écouter les experts, nous allons voir quelles sont les positions prises par les autorités internationales et nationales au Canada. Question. Bonjour. Une analyse de la CBC a démontré que les Montréalais noirs étaient les plus durement touchés par la COVID-19. Quand la province va-t-elle commencer à ventiler ses statistiques par race et cela pourrait-il aider à aborder et régler des problèmes systémiques? Réponse. Je pense que c'est une question sensible parce qu'il y a plein d'opinions divergentes là-dessus. Mais je pense que des études seront entreprises sur ces populations-là pour comprendre pourquoi ils ont plus touché. Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans des milieux urbains plus denses? Est-ce qu'il y a une prédisposition génétique? Car nous savons que la génétique peut avoir un effet. Est-ce qu'il y a des comorbidités, donc d'autres maladies plus répandues chez certaines populations qui prédisposent à une infection plus grave et donc plus grande proportion de décès? Écoutez, c'est plurifactoriel. On va tout mener ces études-là. Je pense qu'on va le faire au Québec et ce sera fait ailleurs aussi, je pense, dans le monde entier. Question. Dans la région de la Montérégie, il y a eu une éclosion et vous avez dit qu'il y avait une confusion entre les CIUS et d'autres, à savoir il y avait une confusion à savoir si la santé publique a aidé ou non. J'aimerais une clarification avec vous. Ce n'est qu'un exemple, mais l'été est arrivé à nos portes. Que va faire la province pour aider les exploitants agricoles pour protéger leurs travailleurs pendant l'été? Réponse. C'est une très bonne question. Je sais qu'il y a déjà des travailleurs migrants étrangers qui arrivent dans les fermes et il y a des protocoles qui ont été préparés, surtout pour les travailleurs, pour les agriculteurs. Nous allons faire le suivi des protocoles. Je crois qu'il nous faudra également travailler avec le gouvernement fédéral car à leur arrivée à l'aéroport, il faut s'assurer qu'on ait les bons renseignements pour procéder à une mise en quarantaine et ainsi détecter des cas rapidement et ne pas avoir des éclosions collectives, des flambées. Donc, on va porter une attention toute particulière à ce dossier dans les jours à venir, car même au Mexique et d'autres pays de l'Amérique latine, il y a de la transmission active. Nous allons donc regarder également, c'est que certains de ces travailleurs ne sont pas payés quand ils sont malades. Donc, ils ont un incitatif à ne pas déclarer leurs symptômes pour ne pas perdre de l'argent puisqu'ils arrivent ici pour faire de l'argent. Donc, nous voudrons les protéger et aussi nous assurer que ces personnes aient
tous les incitatifs en place pour qu'ils puissent déclarer le moindre symptôme. Pour cette conférence de presse. À bientôt. Merci.